Bonsoir et bonjour et bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous en direct de cet épisode avec mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut mon Dave. Salut mon François! En forme? Ah, on est en feu. On est en feu. Ah, ça me manque tellement de nommer le numéro de l'épisode au début du podcast. Je pourrais plus montrer à tout le monde que je suis bilingue. Il va falloir qu'on trouve d'autres choses, Dave. Je suis sûr que tu vas trouver autre chose, je suis pas Ah, inquiet. c'est clair. Ça a-tu slacké un peu, toi, ou ça continue de plus belle dans le monde de l'immobilier? Ça continue plus belle dans le monde immobilier, c'est fantastique. Puis je te dirais que le marché s'en va comme il a commencé début de l'année. Fait que un Wow! peu offre Wow! multiple et malheureusement, on a des acheteurs qui sont déçus, mais heureusement, on a des vendeurs qui sont Ouais. très contents. C'est clair que ça rend des gens déçus. Tu sais, tu la veux, la maison, tu es émotif, puis il y en a comme 4-5 autres offres qui rentrent en même temps, tu la remportes Ouais. pas. Puis ils ont toute leur histoire, puis les courtiers présentent l'histoire de leurs Ah clients. On a même oui! des lettres, là, on reçoit des Oh! lettres, les vendeurs ont des lettres des acheteurs. Je te dis, c'est incroyable. Incroyable, mais Il va falloir commencer peut-être à développer une offre de service. Là. Si vous voulez convaincre les vendeurs de vous vendre, venez à Ça ne tombe pas du ciel, on va vous passer en entrevue. Ça serait très bon. On reçoit aujourd'hui, Dave, Étienne Lamontagne et Guy Lafrenière de la Forge du Malte microbrasserie en pleine croissance. On va jaser avec eux dans le monde de la bière ce soir. J'ai hâte de ça, on jaser aime ça, ça donne avec soif. les boys. Yes. Oui, vraiment, c'est clair, ça donne soif. On part ça quand? On part ça maintenant. Oh yeah! On parle bière ce soir avec Étienne et Guy de la Forge du Malte. Salut les boys! Salut, les boys. Salut François, salut Dave. Merci d'être là. Ben oui, merci d'être là. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Merci de nous inviter. Ça nous fait plaisir de jaser avec vous. Première fois qu'on reçoit des entrepreneurs dans le monde de la bière, monde en tout cas, on parle souvent qu'il y a de la compétition dans le monde des affaires. Vous, il y en a en tabarouette. Parlez-nous de vous, les gars. Comment ça a commencé ce soir-là? On va apprendre à vous découvrir au fil de cette entrevue avec vous. Guy, ouais, vas-y. Ouais, un vieux projet. Le projet date de 2015 à peu près. On est incorporé depuis 2016. Le projet part au temps d'une pinte à Trois-Rivières, là, en train de boire une bière, puis là, tu te dis, on brasserait dessus, puis on s'entend, on est dans le début, là, que ça commence à se démocratiser, puis à avoir, le hype des microbrasseries commençait. Puis, commencer ça dans un garage, à brasser dans des couleurs, faire de la bière qui goûtait bizarre au début. Jusqu'à temps qu'on connaisse Étienne. Puis c'est Étienne vraiment qui est venu mettre ça, parce que ça faisait longtemps qu'il brassait chez eux. Et il y a un brasseur amateur, fait qu'il y a pas mal plus d'expérience que nous autres, on partait de zéro. Là. On est de fil en aiguille. Puis 2016, on s'est incorporé, fait que ça a quand même été assez vite. Là. 1 an pour dire on fait de quoi, on s'incorpore, puis après ça, monter le projet. Puis 2017, que là, on a le permis officiel pour dire là, on peut brasser là, dans nos installations. Étiez-vous une grosse gang, Guy? Tu dis on, là, c'était-tu une grosse gang de chums ou 2-3 gars ou comment ça se passe? Au début, tu montes le projet, on était 3-4, ça a gravité, ça a tourné. Finalement, ça a été 4 gars, 4 chums qui sont mis ensemble pour faire le truc. OK. Puis à travers le temps, là c'est. Maintenant, là, on est 4 là, propriétaires. Wow. Puis vous commencé à temps plein, toute la gang, ou c'était à temps partiel pour commencer, où il y en avait certains à temps partiel, certains à temps plein? On a commencé, c'est ça, notre plan était stratégique dans le sens, la première année, c'était prévu qu'il n'y a pas personne qui lâchait son emploi. Après ça, c'était graduel. Mais ça s'est avéré un petit peu différent entre sur papier et la réalité. Donc, après environ, c'était quoi, 6 mois, Guy? Après, novembre, on a commencé. Ça ferait 6 mois au lieu d'un officiel, novembre. C'est ça. Après 6 mois, j'ai lâché mon emploi, puis par la suite, Martin aussi a lâché son emploi, fait que ça a été plus vite que prévu. Très ça cool. A grossi rapidement quand même. Là. Surtout au niveau de la production, comme Étienne et sa production, c'est lui le maître brasseur. Fait que de faire les 40 heures à l'autre emploi, puis de rentrer de nuit pour revenir, c'était pas parfait. Si on voulait contrôler, faire de quoi, c'était primordial. On a prévu qu'on le fasse à un certain moment, mais à un moment donné,
La broue a débordé, là, sur le bord Ouais, du la verre, roue là. est montée vite. Puis est arrivé rapidement aussi le côté développement des affaires. C'est bien beau de dire on brasse, mais il faut les vendre, ces bières-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui était plus attitré à ce chapeau-là ou vous en avez un peu tout fait? Comment ça s'est passé? En fait, Ben, c'était plus, tu sais, quand on s'est rallié, dans le fond, c'est qu'on a des forces et des faiblesses. Moi, j'étais plus cartésien. Ben, je suis plus cartésien. Je m'occupe plus de la ça n'a pas production. changé. Là. Ça n'a pas changé. Puis Guy puis Martin, eux autres, c'est vraiment le contact, aller vendre, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment Guy puis Martin qui ont fait le développement là, des points de vente, des relations clients, puis tout ça. Puis quand tu es dans le domaine de la microbrasserie, c'est quoi, Guy? C'est porte par porte? Est-ce que tu trouves à trouver à un moment donné un genre de distributeur qui va dire moi, je t'en prends tant de caisses puis je les distribue pour toi? Comment ça marche? Ben, au début, on a travaillé ça avec pour faire notre modèle d'affaires surtout. Il fallait démontrer qu'on avait un distributeur qui était prêt à nous prendre, puis on était sérieux dans notre démarche, puis il y avait déjà plusieurs points de vente. Fait qu'on on a commencé avec ça, mais après ça, pour ta région, pour te développer, c'est le contact, c'est porte par porte, c'est vendre ton produit. Puis c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas connu, et il faut que tu vendes ton truc, puis le repeat, puis il faut le travailler. Là. C'est pas de la magie. Puis en plus, on est arrivé vraiment dans le haut de la vague des microbrasseries. Fait que là, il y a une grosse guerre tablette. On n'est pas arrivé trop tard, mais on aurait pu arriver 10 ans avant, puis ça aurait été différent. Mais parlant de bière tablette, justement, comment tu fais pour te distinguer des compétiteurs puis avoir ta bière, ses tablettes versus quelqu'un d'autre? C'est gros de l'entretien. C'est ça que là, on développe gros là-dessus. Là. C'est d'aller revoir le client. C'est de se promener, aller entretenir le client, se faire connaître, s'assurer d'être bien placé, d'offrir un bon service, t'assurer de la fraîcheur de tes produits. Okay. Parce on peut avoir il y a des modèles, tu peux avoir plein de points de vente, en avoir partout, mais si tu ne contrôles pas ce qui se passe avec ton produit dans le fond du Saguenay, ben parce qu'on là, on est à Trois-Rivières, c'est pas que le Saguenay, c'est le fond, mais c'est de dire qu'il faut que tu saches ce qui se passe avec ton produit. C'est là le nerf de la guerre pour nous, il est là. S'assurer que le produit il est bon, même quand il est à l'autre bout du Québec. Parce qu'on est distribué à la grandeur du Québec. On Outaouais, on fait la Côte-Nord, on fait la Gaspésie. Mais savoir ce qui se passe avec puis si le client est satisfait là-bas, c'est le vendeur puis le client consommateur. C'est la game est là. Pour les micros, là, présentement, c'est ça. Ben là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, la game a changé, mais normalement, dans votre modèle d'affaires, c'est-tu plus bar, restauration, fût? Parce que quand je t'entends parler de qualité, Guy, j'entends ça, là, m'assurer qu'il est servi à bonne température, puis tout ça, ou c'est de plus en plus le modèle embouteillé qui prend de l'ampleur, puis c'est quoi, là? Mettons, mettrais des pourcentages là-dessus, là. Mais en réalité, c'est que notre modèle d'affaires, dès le départ, il était axé sur la consommation à domicile qu'on appelle le CAD. Parce que justement, ça nous permettait d'avoir un horaire de travail qu'on contrôlait parce que c'était pas un bar qu'on travaillait du jeudi soir au samedi soir. Fait que, on est vraiment parti qu'on s'en va en bouteille, puis notre main core de la business qui est je te dirais 75% à 80% dès le départ, qui était les épiceries, puis le CAD, les dépanneurs. Fait que, tu sais, nous autres, le fait de la pandémie, oui, on a perdu tous nos festivals, on a perdu toutes nos lignes de fûts d'un bar, mais ça restait que notre plus gros pourcentage des ventes était encore les canettes et les bouteilles. Fait que, tu sais, on a quand même eu un modèle d'affaires qui était quand même bien pour la situation de la pandémie. Donc, on pense à des points de vente là, qui sont spécialisés. Il y en a de plus en plus un peu partout au Québec. Là. Tu rentres là, puis il y a 1 million de choix différents. Donc, à ce moment-là, la qualité ou quand je t'entends parler, Guy, de justement m'assurer qu'au niveau du point de vente, c'est de la formation, c'est de faire découvrir, c'est de faire essayer, c'est d'expliquer votre histoire. Qu'est-ce qui fait que tu t'inspires pour telle sorte ou telle sorte? C'est un peu ça, dans le fond, de l'éducation. Oui, puis c'est de se faire connaître aussi. Nous, on n'a pas d'histoire de microbrasserie ou de bar où Étienne, il brassait amateur, mais il a commencé avec nous. Fait que là, il faut se faire connaître aux consommateurs là-bas. Fait que c'est sûr que là, les festivals nous aidaient gros. Après ça, c'est ce qu'on fait média, ce qu'on va essayer de... Mais aussi, c'est comme je disais, c'est de faire le tour, on faisait des dégustations, des trucs comme ça, mais aussi de s'assurer que le produit, si tu le donnes à un distributeur, qu'il ne s'en va pas dans un coin pour mourir quelque part, puis que le consommateur, un an après, il trouve ta canette, puis il fait, c'est pas bon, ça.
Mais c'est parce que j'ai pas contrôlé mon truc. Ça, c'est... Mais c'est de se faire connaître aussi. Là. Puis comment vous faites pour vous démarquer à travers l'offre là, qui est grandissante? Il y en a de plus en plus, ça pousse comme des champignons. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des prix, des reconnaissances dans votre secteur à vous? Là? C'est comment on fait pour dire hey, moi j'existe, essayez-moi tout de moins, puis après ça, de gagner ton client bière par bière, finalement? Là? Oui, il y a des concours, puis c'est un petit peu partout durant l'année, partout dans le monde. On n'a pas vraiment encore rentré là-dedans. On se concentre plus sur l'achat local, le monde alentour de nous autres, le contact avec les clients. Puis, ça a quand même beaucoup d'importance, ça a quand même beaucoup d'impact. Mettons, toutes nos matières premières de Malte, on les prend aux maltraiteurs qui est à 5 minutes à côté. À 5 minutes de chez nous. On brasse de la bière avec de l'orge de Saint-Boniface qui se trouve être 30 km de la microbrasserie. Fait que, on y va plus avec local à entourer le monde, puis après ça, c'est de même que on voit que le rayonnement, il se fait gros à partir de ta ville. Là. Le monde se tourne de plus en plus vers le local. On est chanceux, on a quand même Trois-Rivières, c'est quand même assez grand. Mais le monde aime boire leur bière locale, ce qu'on sent de plus en plus. Là. Est-ce que on se projette dans l'avenir, le rêve ultime, c'est de se faire acheter par une grosse compagnie parce qu'on a vu des exemples, ça se passe aussi dans le domaine de la microbrasserie ou au contraire, pour vous, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, on souhaite garder le côté plus artisanal, le côté d'encourager l'économie locale. Comment vous voyez ça, vous autres, la suite des choses? Hein? La suite des choses, dans le fond, ce qu'on voit, c'est de grossir et d'avoir une belle microbrasserie qui a quand même une certaine capacité, puis une certaine notoriété, puis une grosseur. Puis c'est quand même d'avoir une implication de dire, OK, moi, je crée de l'emploi. Puis c'est de faire rouler cette compagnie-là. Notre but, c'est pas de dire, OK, je travaille comme un fou, puis après, je lâche ça, puis je laisse ça aller. Il y a plein de modèles à faire, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est créer vraiment une entité puis, qui représente nous autres, puis qui fait travailler du monde. Puis on a du plaisir aussi au travail. Là, puis à date, dans notre modèle, depuis le début, puis c'était peut-être pas des bons choix économiques nécessairement, mais on est gros impliqué dans tout ce qui est social autour. On est gros. On était dans le sport, soccer, hockey, commandité des équipes, commandité une petite fille qui fait de la course automobile, on est dans les œuvres de charité. On essaie de recréer et de redonner à la communauté. Là. En même temps, ça nous aide à nous faire connaître, mais on est gros dans ça, là, essayer de tisser un tissu social, là, une communauté sociale, puis redonner dans le... Bien, ça, c'est tout à votre honneur. Puis je pense qu'il n'y a jamais, il n'y a personne qui pourra compétitionner avec vous. Tu sais, si vous choisissez de dire je m'implique dans telle ou telle cause, je bâtis ce tissu-là comme tu l'appelles. Le gros joueur, lui, on s'entend souvent, c'est le profit, c'est la pièce qui est en premier. Il ne pourra pas venir jouer dans ces plates-bandes-là. Fait que vous allez être capable de vous bâtir une communauté qu'on appelle de plus en plus. Là. Est-ce que vous, actuellement, vous vous gardez en contact, vous arrosez ces contacts-là pour dire on veut vous garder proche. Je peux aller voir du côté des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous êtes en train de vous bâtir une crowd là, de gens qui ont des t-shirts Force du Mal, puis ils parlent de vous à tout le monde, puis sont vos ambassadeurs? Ben, mettons, notre plus grosse, notre communauté la plus officielle ou la plus visible qu'on a, c'est celle qui va au Stade Saputo pour le soccer de Feu l'Impact, le CF Montréal. Et on fait la bière officielle pour un des groupes de supporters, le 1642. Nice. C'est sûr que là, on est dans une année qui est un peu bizarre. Là. On n'est pas allé au stade depuis le mois de mars, mais on continue à supporter. On ne va plus dans les bars non plus. On ne peut plus faire de tailgate. C'est de se trouver, de se réinventer. On reste en contact avec eux. Tout à l'heure, à Ronde, on parlait d'amis qui font des podcasts. On commandite depuis 3 ans. Le podcast du Cannes Football Club, mais c'est dans le monde du soccer. Fait que oui, on continue à garder les liens là, à ce niveau-là. Mais on s'ajuste depuis, ça va faire 1 an. Là, mettons qu'on s'ajuste là, par rapport au sport, la communauté, etc. Très cool. Parlant de la Forge du Mal, je vous avais sûrement brainstormé là-dessus au niveau du nom. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti avec ce nom-là ou c'est à force de brainstormer que vous avez trouvé ça? C'est un matin, je ne sais plus, c'est qui a ça? On a fait des listes de noms, chacun de notre bar,
des concours avec notre famille de nous sortir des noms, puis là, Nice. on les notait, puis Puis la manée, t'as l'idée de sauver un beau nom. Puis... Ça passe Vas-y, pas au Étienne. conseil. il y a un gars le lendemain matin, c'est Martin, il passe à la route, il dit « Hey, à Forge Mal, ça sonne bien. » Eh oui, tout le monde est d'accord. Finalement, ce nom-là n'avait jamais sorti depuis du brainstorm de quelques semaines, puis c'était sur un coup de tête une journée, puis ça faisait tout son sens. Ben, Une tout belle est beau, mère. puis tout s'annule. oui. Ça en dit long, honnêtement, tu sais, ça fit avec votre secteur géographique, tout. Puis, Ouais, Trois-Rivières, puis- ouais, c'est très cool. J'adore ça. Parle-nous, Étienne, de ton inspiration. Parce que moi, ce qui me frappe quand je vais sur votre site web, c'est qu'il y a beaucoup de choix quand même pour une jeune entreprise. Donc, brassin régulier, brassin saisonnier. Ton inspiration vient de où, Étienne, pour le choix de ces saveurs-là? En fait, tu sais, quand je brassais à la maison, puis tout ça, le but, c'était quand même d'avoir une gamme qui va plaire à tout le monde. Dans le sens où moi, j'aime mieux les blanches. Fait que bon, faire une recette de blanche que moi j'aime et qui va respecter aussi le style. Fait que tu sais, c'est plus quand que ton client il vient te voir, mais il va trouver un produit qui va faire son bonheur. Fait que c'est pour ça qu'il y a un éventail dans ce sens-là. Quand le monde vient, je veux une rousse, ben on a une rousse, on a une blanche, on a une IPA, on a une bière moins forte, on a une noire. Fait que c'est plus dans le sens d'avoir une variété pour satisfaire le client. D'en avoir pour tous les goûts, finalement. Oui. C'est ça qui était le fun. Une petite parenthèse, avant la pandémie, quand on avait le petit pub, on pouvait aussi faire des tests, puis après ça, dire OK, là, on pourrait la sortir éventuellement en canette. Ce qui est plus touché. On peut faire du R&D un peu encore, mais. Oui, puis il doit y avoir une certaine forme de tourisme aussi, de gens qui disent hey, on va faire la route. Bon, t'en fais pas 5 d'affilée, là, parce que là, tu vas plus chauffer à la fin de ta journée, mais il doit y avoir une forme de tourisme de tout ça. Là. On a parlé un peu de la business. Moi, j'aimerais ça qu'on apprenne à vous découvrir aussi, les gars. Parlez-nous de vos backgrounds. L'entrepreneuriat, c'est-tu quelque chose, quand vous êtes nés, c'était comme clair qu'un jour vous alliez être entrepreneur ou c'est arrivé plus tard? Comment ça s'est fait? Moi, c'est arrivé. Ça arrivé quand même assez tôt, mais j'ai pas été à la bonne place en partant. Bref, je suis sorti du secondaire, puis je suis allé en technique du milieu naturel en aquaculture à Saint-Félicien. OK. Il n'y a pas grand-chose des liens, il y a des réactions biologiques dans la bière. Oui, exact. Ben du naturel. Bref, je voulais travailler dans les poissons. Culture. J'ai étudié là-bas, j'ai fait mon 3 ans de cégep. J'ai travaillé dans une pisciculture pendant 2 ans pour me rendre compte que l'offre et la demande n'étaient pas là. Puis, c'est ça. J'ai décidé de lâcher mon emploi, puis je me suis dit, on retourne à l'école. Mais là, c'était trop long avant que je puisse rentrer, fait que j'ai été travailler en attendant chez Marmen, une multinationale. Ouais. Mais l'attendant, il a duré 13 ans. Oh, quand même. J'ai passé de journalier, puis là, on avait des opportunités, puis je suis tombé dans le fond superviseur de production. Puis on a beaucoup de formations, puis selon tes capacités, tu peux évoluer dans la compagnie. Fait que, c'est là que j'ai appris beaucoup sur diriger une équipe, leader une équipe, puis faire grandir tout ça. Fait que puis après ça, tu sais, le fait de partir une microbrasserie, c'est parce que je brassais maison. Partir une microbrasserie, c'était dans mes projets. Puis là, après ça, la vie a fait que j'ai croisé le chemin de Martin et Guy. Puis eux autres, c'est la même chose. Fait qu'on a tous mis nos efforts en commun, puis c'est là que j'en suis. Quelle ampleur ça avait pris, Étienne, ta production maison? Parce que ça peut aller vite aussi, là, le bouche à oreille, les chums, la famille. T'étais-tu rendu en faire pas mal ou? Ben ouais, là, j'avais un petit réseau de distribution. Là. Ah ouais! La bagasse on the side, là, tu sais. La contrebande. À un moment donné, je me suis dit, là, tous mes temps de congé de travail, je les passe à brasser pour. On va trouver un juste milieu. Nice. Puis Marmen, c'est un gros employeur aussi, fait que tu devais avoir des commandes à job pas mal, là. Ah, ben un peu, mais là, j'essayais de pas trop, parce que c'était quand même un cadre, fait que là, tu sais, quand t'achètes la bière à ton poste à job. Ça paraît bien. Ouais, ça paraît pas trop bien, fait que... Non, c'est clair. Tu négocies ça, tu dis, gars, fais-moi encore une coupe d'heure, là, m'a donné une caisse de 12 on the side. Ça marche pas trop.
Ah, c'est cool, ça. Toi, Guy? Moi, je suis professeur de philosophie au cégep. Nice! Fait que t'es quand même un expert dans la bière, c'est Ouais. ça. Moi, je suis pas mal plus. Est-ce que je me fie à mes cours de J'adore. philosophie? Je ne pas souvent là, je pense. Et puis ma cote comme professeur de philo depuis que j'ai une brasserie, là, Ah, c'est sûr! Ben oui, ben oui. je fais de la bière en plus. Aïe, Fait que je fais ça, puis côté partir une business, ça me travaillait. C'est surtout moi de mon côté, Martin, l'autre qui était avec nous, qui lui, il voulait partir de quoi absolument, là, puis dessus, on va-tu faire des tempos, qu'est-ce qu'on va faire? Faut trouver de quoi, faut faire de. Puis là, maintenant, on a mijoté l'idée de faire de la bière, puis de se mettre ensemble. Puis à un moment donné, peut-être, je sais pas, c'est la fin trentaine, là, l'entrepreneuriat comme pogné là, puis tu te dis, OK, tout est possible. Let's go, on se lance. On est autodidacte dans le truc. Mais ça se fait. La seule formation que j'ai, moi, je me suis ramassé secrétaire trésorier. Ils font confiance, les gars, c'est fou. Ouais, Puis, un philosophe. Hein? Je me rappelle, j'ai poché mes maths. Mais tu sais, j'avais fait, mettons, toute la comptabilité du syndicat au collège. J'avais une petite formation là-dedans. Puis j'ai plus de temps aussi là, avec mes horaires, puis les étés qu'on ne travaille pas. Ça permet de donner bien du temps à compagnie sans lâcher mon autre emploi. Fait que c'était clair que c'était moi le dernier qui lâcherait. Là. Eux autres, qui étaient plus journaliers chez Marman, il n'y avait pas le choix de lâcher avant. Ah oui. Okay. Ah, c'est une belle histoire, ça. C'est cool. Vous aviez comme tout le background puis ce qu'il fallait pour que la chimie pogne dans l'équipe. Puis vous avez rencontré. Il y avait des sphères différentes. C'est ça. Mais Étienne, c'était pas nécessairement un ami de la base. Vous l'avez rencontré dans le projet plus tard par des personnes interposées ou? Oui, oh oui. C'est vraiment. Ben lui, il est venu nous montrer comme notre premier système automatisé, là, parce qu'au début, on brassait dans des couleurs, essayer de contrôler la température, puis de dire, OK, c'est de l'affaire qui bouge, je suis supposé de se boire, ça, je sais pas. Là, OK, là, lui, c'est vraiment expérimental, là, votre affaire. Ouais, au début, là, on lisait dans le livre, je pense que ça va donner quoi? Là? Je pense que ça saoule, mais je suis pas sûr. Puis un gars qui était avec nous autres, il était un peu, oui, hypochondriaque, mais tu sais, germophobe. Ouais. Non, je vois pas ça. C'est comme tassé du projet. D'ailleurs, ce gars-là, y a-t-il un avis de décès qui a paru sur son non, il est correct, il est encore en vie. On le salue. Puis parle-nous-en un peu, Étienne, parce que Guy t'a touché le côté automatisation. Est-ce que c'est rendu vraiment une grosse portion de la business? J'imagine que là, quand tu as des normes, là, c'est le MAPAC qui vous régit, j'imagine? C'est la RACJ. OK, la Régie de l'alcool, des courses et des jeux du Québec. Ça doit être quand même assez exigeant, là, le niveau de standard. On s'entend qu'il y a un gros chunk de votre budget qui doit aller là-dedans. Oui, mais en fait, au début, quand tu as ton permis, tu passes l'inspection avec tous les points de A à Z, ta peinture alimentaire au plafond, à ta paperasse que tu remplis, à tes déclarations, à tes matières premières. Fait que tu passes ton inspection, on est quand même. Les normes sont strictes, mais on est très bien accompagné avec la Régie des alcools. Ils sont là pour nous coacher, puis ils sont là pour. Ils ne sont pas là pour nous mettre le bâton des roues. Wow, c'est quand même rare qu'on entend ça d'une instance gouvernementale. On a un contact, ben c'est pas un contact, mais on appelle là-bas, puis souvent le feedback est très, très rapide, puis on a nos réponses. Puis, oui, c'est vrai, c'est le fun que la communication soit comme ça. Fait que, c'est quand même un coup, tu suis toutes les règles, puis tu as compris comment que ça se passe. Tu rentres dans le cadre, ça va très bien. On fait nos déclarations à tous les mois de production. Puis après ça, eux autres, ils viennent faire des inspections surprises aux 2 ans, puis ils revoient les points, puis c'est comme ça pour toutes les microbrasseries. Au niveau de l'automatisation, on est quand même une petite microbrasserie qui brasse du 800 litres par brasse, qu'on appelle. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une brasse, on sort 800 litres. Fait que, c'est les équipements automatisés, c'est plus quand tu es encore dans des plus gros volumes que là, c'est 100% automatisé. D'autres, c'est comme un système qui appelle Brewhouse. C'est manuel, mais ça va super bien, puis c'est le fun à manier. Puis un 800 litres, c'est quand même gros. Là. Ça vous prend combien de temps là, d'amener ça à terme, un 800 litres? Ça prend à peu près 2 semaines pour la moyenne des bières, 2 à 3 semaines. Wow. Mais en réalité, tu as la période de brasse au début. Après ça, c'est la fermentation qui se fait par elle-même, que tu as un petit peu de travail à mettre du houblon ou bien faire des vérifications. Puis après, c'est le carbonatage, mettre les bulles dans la bière, puis après mettre la bière en canette.
Fait que le défi, c'est plus de l'écouler, ton stock, que de le produire, si je comprends. C'est un mélange des deux, c'est l'équilibre, tu sais, c'est vraiment parce que tu sais, entre l'achat des matières premières puis ton retour de ton prix de ta vente, ça peut aller à 3-4 mois. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même un ajustement d'avoir les inventaires le plus bas possible, ces matières premières, parce que c'est de l'argent qui dort. Mm. Si tu sais, ton lead time, tu l'autre part, ton client, il y a 30 jours, mais là, toi, tu as en canne, tu livres chez tu vas livrer, là, il rend ses tablettes, là, ton consommateur, il l'achète, mais tu sais, toute la boucle de ça est quand même longue. Il y a une certaine mathématique, il faut être à l'aise à calculer là, pour pas justement, comme tu dis, c'est pas des pertes, mais avoir de l'inventaire qui dort et qui ne rapporte pas. En même temps, tu veux aussi avoir du choix. Tu sais, il y a tellement de variétés que vous avez que tu ne veux pas constamment être en rupture de dire ah ben j'en ai plus de celle-là, parce que si tes consommateurs en veulent, il faut que tu puisses en livrer. Là. Avec la pandémie, avez-vous des problèmes d'approvisionnement avec votre matière première ou vous n'êtes pas affecté par ça? Il y a eu à chaque fois qu'il y a eu les histoires de l'aluminium aux douanes, Ouais. toutes les canettes viennent des États-Unis. Fait qu'à chaque fois que Trump il parlait de ça, mais ça créait une rupture de stock, ces canettes. Fait que je te dirais que 2 fois cette année qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement en canettes. Sinon, pour le reste, c'est des matières locales quand même, puis on n'a pas eu de problème. Très cool, ça, les gars. Qu'est-ce Good job. qu'on. Ouais, c'est vraiment cool de vous entendre, là, ce que vous avez réussi à bâtir en peu de temps, là, on s'entend. Là. C'est pas une entreprise qui a 10 ans. Là. Vous avez commencé en 2016-2017. Fait que vraiment du beau boulot. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite des choses? Ça vous prend quoi pour continuer à croître là-dedans? C'est du temps? Le temps va faire les choses ou? Vas-y, qu'est-ce que ça nous fait? Philosophe-nous cette réponse-là, mon Guy. Là, dans notre analyse, là, on est vraiment dans une phase de stabilisation dans le marché. Au début, tu apprends, tu arrives, tu es nouveauté, les gens, il y a le phénomène de nouveauté qui est bon au début. Après ça, il faut que tu crées une certaine notoriété pour avoir une répétition, t'établir. On est pas mal dans cette phase-là de stabilisation. On est juste avant là, on ne peut pas spoiler tous les secrets non plus. Parce que là, mais il faut éventuellement déménager là, dans un court espace de temps. Oui, j'imagine aussi là, que le défi. Parce que là, on grossit, mais par en dedans présentement. Ouais. Là, on a des canettes jusqu'au plafond, on a de plus en plus de projets, de plus en plus. Puis là, on agrandit notre réseau de distribution, on stabilise notre système de vente. Dans le fond, le scaling up aussi, là, qui est quand même du travail. Là, à chaque fois que tu passes une phase, un nouvel employé, tu enlèves des tâches à quelqu'un, tu les redistribues. Fait que, le scaling up, moi, je te dirais que c'est quand même aussi un bon défi là, de passer d'un multitâche à quelqu'un qui fait juste une tâche. En effet. Trouver la bonne personne, puis c'est ça, là, quand tu n'as pas une profondeur de j'en ai 10 qui font la même job, il faut que tu trouves quelqu'un qui va bien la faire, la job. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, mais c'est le fun. Puis moi, ce qui me frappe de notre entrevue, les gars, c'est que vous êtes vraiment des gars qui ont l'air groundés, vous êtes zen, on dirait que votre vision est établie, puis étape par étape, brique par brique, on bâtit la chose. Puis je suis convaincu que c'est des belles qualités en affaires. Ben là, on est dans le mois sans alcool, fait que là, tu nous pognes vraiment. J'arrive de la bière au rendez-vous, c'est ça. On est grandé, là. C'est clair! On va refaire une entrevue en mars pour voir. Là, ouais, c'est ça. Ça va être décousu totalement. Non, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'était vraiment agréable. Puis, anytime, merci vous avez envie de revenir jaser des beaux projets qui s'en viennent, puis d'où vous êtes rendus, vous nous envoyez un petit coucou, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir encore. Là. Je vais juste prendre un petit 2-3 secondes pour parler peut-être de cette bière-là. Oui, yes. J'ai vu, la musclée, hein, c'est ça? La musclée, en fait, cette bière-là, elle a 2 choses. La première, c'est qu'on remet, ce petit gars-là, il existe, là, il y a la dystrophie musculaire. Dans le fond, on ramasse des dons avec les ventes des produits qu'on remet à Dystrophie musculaire Canada. Très cool. Fait que c'était une de mes amis du secondaire qui m'a approché pour ça, c'est son neveu. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Fait que on fait une part sociale là-dedans.
Puis l'autre côté, c'est que c'est une brute IPA qui rentre dans le régime keto avec 3 grammes de sucre par canette. Nice! C'est bon, ça. Fait que, est-ce que tu nous recommandes, Étienne, pour ceux dans nos auditeurs qui ne connaissent pas la Forge du Mal, c'est une bonne bière pour découvrir un peu ce que vous faites? Oui, super. Pour rentrer dans les IPA, c'est pas trop agressif comme amertume. Oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est de type IPA. Là. Ouais, parce que je vois que c'est 15 DBE, fait que ça a du sens aussi. À découvrir à boire avec la playlist parce que vous avez été super créatifs là-dessus, les gars. Des playlists Spotify qui accompagnent chacune de vos bières. Fait que on déguste avec de la musique qui va. Tu sais, c'est comme un accord mais vin, mais avec la musique d'une bière. Ouais, c'est très cool. Accord bière playlist. Exact. Nice. Ben écoutez, les gars, merci encore une fois. Bon succès pour la suite. J'invite les gens à aller voir du côté de laforgedumalte.com. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Voir aussi tous vos points de vente. Hein, si vous nous écoutez d'un peu partout au Québec, vous allez pouvoir voir où est-ce que ça se trouve, ça, de la Forge du Malte. Bonne fin de journée, messieurs, puis au plaisir de se reparler. Salut. Merci, n'importe quand, ça fait plaisir. Ciao. Merci. Ciao. Ah, belle découverte, mon Dave. Oh que oui, ça donne soif. Ça donne soif. Non, mais c'est cool. Puis j'aime ça, l'idée. La musclée, on fait une campagne de levée de fonds en même temps. Il y a une cause caritative derrière ça. C'est une belle façon de se faire connaître, de se faire jaser, puis de ramasser des sous pour la cause. Exact. Cool, mon Dave. Fait que see you next time. Ah, tu vois, il fallait que je sorte de quoi en anglais. C'est fait. See you next time. Alors, pour ceux qui ne sont pas bilingues, on se voit la prochaine fois. Salut, Dave. Attention à toi. Bye. Prochaine. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Vous pouvez liker l'épisode sur Apple Podcast. Vous abonner également pour recevoir les épisodes avant tout le monde quand ça sort. On sort ça les vendredis maintenant à 6h le matin. Salut! Ciao!